lancement de ce mouvement qu'on appelle les soulèvements associatifs. Et sur ça, je donne la parole à Jean-Baptiste Jobard. Et les personnes en salle qui interviendront, on vous demandera de vous déplacer là, ici pour être vraiment face caméra, qu'on n'ait pas à tourner la caméra sans arrêt. Voilà. Merci Gilles. Donc je me présente d'un mot, je m'appelle Jean-Baptiste Jobard et je travaille au CAC, le collectif des associations citoyennes, et donc j'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence de presse qui va revenir rapidement sur l'origine de cette mobilisation sur les soulèvements associatifs et puis qui a pour objet principal de discuter de la suite qu'on va pouvoir construire ensemble. Alors ensemble, c'est avec toute une série de réseaux d'organisations à qui je donnerai la parole ensuite. Alors, dans l'ordre d'apparition, on aura nos hôtes, Convergence Pays de la Loire, très mobilisés, et on sort d'une réunion avec eux sur leur point d'actu. On aura aussi le planning familial à double voix, avec la représentante ici du département 49, mais aussi avec une représentante du planning au niveau national. On aura également l'UFISC, un réseau d'acteurs culturels, un très gros réseau d'acteurs culturels et artistiques. On aura comme prise de parole également dans le secteur de la solidarité internationale le réseau CRID. On aura dans un autre domaine d'activité qui est l'insertion par l'activité économique, on a le plaisir d'accueillir Julien Hada qui coordonne au niveau national le réseau Cocagne. Et on finira en se déportant à l'autre bout de la France, en allant dans les Vosges avec le réseau d'être 88. Et tout ça avec des prises de parole qui tenteront de ne pas excéder 5 minutes pour aussi laisser la place éventuellement, si on peut, si on a le temps, à un certain nombre d'échanges. Juste pour introduire peut-être d'où est-ce que vient cette mobilisation soulèvement associatif. Il y a deux manières en fait de raconter cette histoire. Il y a une manière courte et une manière un peu plus longue. La manière courte, je vais commencer par là, c'est la manière dont l'inquiétude a considérablement grandi. Alors on nous dit que c'est un peu haché, qu'on a du mal à entendre. D'accord. C'est peut-être un problème de cause, je sais pas. Mais du coup, je pense qu'il faut bien poser les mots. D'accord. Alors on va essayer de ralentir, même si... peut-être, oui. Ouais, rapproche-le de toi. Ouais, d'accord. Ouais. On va voir si c'est mieux, si c'est moins haché. Voilà. Ce que j'expliquais, c'est que les soulèvements associatifs, l'idée est née cet automne. Au moment où on a eu les plus grandes craintes en voyant en fait se rapprocher le carnage budgétaire que constituait le projet de loi de finances Barnier. On a eu évidemment un petit répit avec le fait que Barnier est parti, mais de courte durée, puisqu'ensuite on a eu l'épisode que vous connaissez bien, qui est l'épisode Pays de la Loire, qu'on a analysé comme évidemment un laboratoire du néolibéralisme autoritaire, avec une expérience qui était amenée à se généraliser, et ça n'a pas loupé. Et la suite, ça a été évidemment l'adoption en 49.3 du budget de loi de finances 2025 avec le gouvernement Bayrou, et donc le carnage budgétaire qui se prépare et qui va évidemment continuer avec ce qu'on sait du budget 2026. Donc du coup, on a réagi, et quand je dis on, c'est toute une série d'organisations dont certains vont prendre la parole, avec notamment comme leitmotiv... On entend bien. Non, parfait. Comme leitmotiv, justement, un courrier qui nous a été envoyé à ce moment-là, donc début février, d'un directeur de centre social qui nous disait, bon, bah, quand même pas crever en silence. Et donc, le leitmotiv, ça a été ça, ça a été de prendre la parole. Et les soulèvements associatifs, c'est tout simplement une tentative d'avoir un espace d'expression qui permet aux acteurs associatifs non seulement de partager un certain nombre d'analyses sur leurs difficultés, mais aussi et surtout peut-être d'apporter à la connaissance du plus grand nombre toute une série de solutions qui portent. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire courte. L'histoire un peu plus longue, vue du point de vue du CAC, le collectif des associations citoyennes qui a été créé en 2010, c'est finalement l'inquiétude grandissante sur le processus de marchandisation. Et on a créé un observatoire de la marchandisation des associations. Et la manière dont ce processus de marchandisation a été rejoint fin des années 2010 par un autre processus qui est un processus de répression
pure et simple de l'action associative. Et en fait, on a aussi créé un observatoire des libertés associatives, et finalement, notre objet, notre sujet, c'est la prise en étau qu'on vit entre ces deux mâchoires que sont la marchandisation et la répression de l'action associative, autrement dit, la manière dont s'impose un néolibéralisme autoritaire dans le domaine de l'action associative. Voilà, c'est pour faire un petit peu court. L'enjeu, c'est bien de poser la défense des libertés associatives comme non pas une approche corporatiste, mais une défense de droits fondamentaux. Et les libertés associatives ne peuvent pas se comprendre sans être reliées à toute une série d'autres libertés, liberté de réunion, liberté d'expression, liberté de création, etc. Et donc en fait, toute une série de droits humains fondamentaux qui sont autant de conditions d'exercice possible de la démocratie. Autrement dit, défendre les libertés associatives, c'est pas défendre les libertés associatives, c'est défendre la possibilité d'avoir encore demain une démocratie, ou comme dirait Cynthia Fleury, un État social de droit, puisque c'est bien ça qui est remis en cause. L'État social de droit, on pourrait dire en quelque sorte, c'est nous, comme d'autres ont dit, la République, c'est nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le vrai contrat d'engagement républicain, c'est nous. Et c'est ce qu'on va chercher à affirmer à travers cette mobilisation, qui en est à son point de départ aujourd'hui, mais qui est finalement une manière de marquer l'idée qu'on ne peut plus passer des 1er juillet comme avant. On le sait depuis un an. Rappelons-nous, il y a un an, jour pour jour, on était tous et toutes très mobilisés pour éviter que Bardella arrive à Matignon, malgré ce que les sondages prédisaient. En fait, on ne peut plus passer des 1er juillet, c'est-à-dire les moments où on fête l'anniversaire de cette grande loi de liberté qui est la loi de 1901, dans un paradigme dans lequel on était il y a encore quelques temps, qui est un paradigme dans lequel on pouvait encore travailler relativement sereinement. C'est pour ça qu'on a donc lancé les soulèvements associatifs, avec évidemment cette référence très forte au soulèvement de la Terre, pour plein de raisons, mais si j'avais à en citer qu'une, je trouve que ce qui est très très marquant dans cet épisode des soulèvements de la Terre, en dehors du fait que finalement c'est très comment dirais-je, très accueillant comme mobilisation, puisqu'en fait ça invite à inventer plein de manières de faire différentes. Ce qui est très fort, je trouve, avec les soulèvements de la Terre, c'est de renverser la rhétorique, puisque les soulèvements de la Terre se proposent de désarmer un système qui, j'allais dire presque littéralement, nous met le pistolet sur la tempe. Voilà pourquoi on a repris cette idée et pourquoi on va continuer à partir d'aujourd'hui à multiplier les points sur la carte. Il y a plusieurs mobilisations aujourd'hui, et à se donner un certain nombre de rendez-vous, de rebonds. Il y en a un certain nombre qui sont déjà prévus. On sait qu'il y aura les résistantes début août dans l'Orne. On sait qu'il y aura l'université des mouvements sociaux fin août. On sait qu'il y aura le festival de la décroissance. Et on sait aussi et surtout que de la même manière qu'on ne va pas pouvoir passer des 1er juillet comme avant, on ne devrait plus pouvoir passer des forums associatifs de rentrée comme avant, et qu'il y a un énorme enjeu à porter cette question le plus possible sur la place publique et auprès de ce qu'on appelle le grand public. Voilà pour une introduction que j'espère assez courte et la moins hachée possible. Et du coup, je passe la parole, si je ne me trompe pas, à Laurent Fraisse, qui nous fait l'amitié d'être là. Alors, Laurent, pour le présenter d'un mot, c'est une sorte de compagnon de route, mais un petit peu particulier, parce que c'est un universitaire, un chercheur avec qui on travaille beaucoup, et qui s'est particulièrement intéressé au monde associatif et à la manière dont on co-construit l'action associative. Je dis c'est particulièrement important parce qu'en fait, la co-construction, il y reviendra, mais c'est un mot qui peut être un peu repoussoir. Or, c'est en quelque sorte l'autre mot de la démocratie. La démocratie, c'est pas simplement la liberté d'expression dont je parlais, c'est peut-être aussi, surtout la liberté de faire. Et donc faire, c'est forcément faire ensemble et de co-construire. Et c'est pour ça qu'on se disait que c'était intéressant d'avoir cette approche que tu proposes, Laurent, et je te laisse tout de suite la parole. Bien, bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, on va dire que oui. Oui, merci. Merci pour cette invitation à participer à vos débats. Je vais être complémentaire et pas être trop long sur la co-construction et l'action publique, donc avec un certain nombre de réseaux. Peut-être je rapproche mon centre de niveau. Les SPES, LMA, les LMA, on travaille sur finalement
série de politiques publiques, notamment locales, qui ont été ces dernières années ou décennies co-construites avec les associations, à la fois mises à l'agenda, mais aussi co-construction de plans d'action, de feuilles de route, co-animation d'instruments, co-évaluation de politiques publiques. Alors c'est une pratique qui est minoritaire, on est d'accord, dans le contexte qui vient d'être décrit. Mais pour faire le lien et dire deux mots d'une recherche, en fait, UNR Escape participative, animée par Jean-Louis Laville, Marie-Catherine Horry, auquel participe le CAC avec un certain nombre de têtes de réseau. On est, voilà, en faisant un travail un peu de revue de la littérature, je me suis aperçu, donc ça c'est un travail de prospective actuelle, que finalement si on regarde les domaines de l'action publique qui ont été co-construits avec les associations, notamment avec les collectivités territoriales depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, eh ben, on retrouve un certain nombre de politiques. L'économie sociale et solidaire, la vie associative, l'alimentation durable, les pratiques artistiques et culturelles durables, la culture en milieu rural, la transition écologique, l'alimentation durable, et on pourrait ajouter la solidarité internationale décentralisée, etc. Et quand on met à bout ces études de cas qu'on peut regarder, eh ben on s'aperçoit qu'en fait, ce qui a été co-construit depuis une trentaine d'années, c'est beaucoup dans des domaines de l'action publique non obligatoire des collectivités territoriales ou partagées. Et donc je voudrais attirer l'attention là-dessus, parce que c'est aussi sur ces domaines qui ont été co-construits entre associations et acteurs publics qui peuvent demain être largement mis en danger, parce que rien n'oblige une collectivité à soutenir, à avoir un élu à la vie associative, à soutenir l'ESS, à avoir un plan d'alimentation durable en circuit court. Bon, bref, on le voit dans l'agenda réactionnaire et austéritaire qui vient d'être décrit. Ces pans entiers de politiques publiques co-construites sont potentiellement menacés. Et donc, pour faire le lien avec les mobilisations, je crois qu'il y a aussi à réfléchir, et peut-être, on pourrait ajouter la démocratie participative, hein, indépendamment de ses limites, ça fait aussi partie des domaines de l'action publique qui peuvent demain tomber. Et donc, du coup, il y a peut-être des coalitions entre acteurs publics locaux et acteurs associatifs qui sont aujourd'hui aussi à réfléchir et à penser pour défendre l'ensemble de ces politiques co-construites depuis 20 ou 30 ans en transversalité, de manière intersectorielle, parce que, comme on l'a vu avec ce qui s'est passé dans les Pays de Loire, le prétexte de ce ne sont pas des compétences obligatoires des collectivités territoriales, il faut faire des économies, peut être l'objet pour faire non pas du rabot, c'est-à-dire uniquement réduire un certain nombre de budgets, mais tout simplement pour malheureusement prendre la métaphore de Milei en Argentine, passer la tronçonneuse, c'est-à-dire faire tomber de l'organigramme des pans entiers de politiques publiques qui ont été co-construites. Voilà. Donc je pense que là, il y a peut-être des alliances à créer, des coalitions intersectorielles et interassociatives aussi avec des élus et des agents qui sont aussi preneurs de défendre ces politiques qui ne sont pas généralisées. Voilà. Donc je pense que c'était pour attirer en fait l'attention sur peut-être dans votre agenda, de pouvoir peut-être refaire de ces politiques co-construites depuis 20-30 ans des marqueurs politiques des prochaines municipales pour les défendre, pour qu'elles persistent et elles perdurent, et de chercher aussi des alliances avec un certain nombre aussi d'acteurs publics et politiques qui sont prêts à les défendre avec les acteurs associatifs. Donc voilà, mon propos il est assez court, surtout qu'il y a voilà, on pourrait revenir sur des choses plus intéressantes et plus pionnières. Par exemple, j'ai fait une étude de cas sur la co-construction de la politique de la vie associative à Rennes. Il y a des choses vraiment intéressantes qui se font dans plusieurs domaines, sur plusieurs villes. Et je pense que c'est finalement un patrimoine commun, public, à défendre demain. Et peut-être à repolitiser au sens positif du terme, par rapport parfois à des dispositifs qui s'étaient un petit peu technicisés. Voilà, mon propos est assez bref, mais pour tous ceux qui sont intéressés, je pense que le CAC peut se faire, et nous, le relais des résultats de cette recherche-action qui
trouvera le 2 octobre au CNAM son point de restitution, et donc on vous en informera très prochainement. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Laurent. On va remettre le micro, voilà. Attends. Et on va du coup pouvoir passer la parole à Convergence du Pays de la Loire. Je ne sais pas qui... C'était Loredana et Brigitte, c'est ça? Voilà. Donc en expliquant peut-être pour tous ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas la chance ou la malchance d'être dirigés par Christian Morancé en Pays de la Loire. Qu'est-ce que Convergence Pays de la Loire? Bonjour. Bonjour. Oui, vas-y. Voilà, donc moi, Brigitte Davy, je dirige une compagnie, je fais partie du SAS, Structure Artistes Associés Solidaires sur les 49 qui réunit 54 compagnies, et la compagnie est adhérente au SINAVI, syndicat des employeurs des compagnies, enfin, du spectacle vivant. Loredana Lanciano, membre de Convergence 49 et de la Fédération régionale et nationale des arts de la rue, membre de l'UFISC. Aline Lenné, co-déléguée du SINAVI, syndicat national des arts vivants des Pays de la Loire. Voilà, on va chacune prendre la parole et s'alimenter les unes les autres. Donc le mouvement Convergence 49 est né assez vite, donc au départ d'une espèce d'alarme qui est venue d'ailleurs du 44 et du SINAVI en disant voilà, la région parle de se resserrer sur des compétences essentielles. Donc ça veut dire quoi? Quid des autres compétences qui étaient entre autres celles de la commission 7. Et donc très vite on s'est réunis dans les départements un peu indépendamment, surtout dans le 44, le 49 et le 72. Et on a très vite organisé une première assemblée générale et une manifestation pour crier à la fin des compagnies, en tout cas du subventionnement des compagnies, donc quid de leur vie. Et donc sur la région, ça voulait dire à peu près 2500 emplois en moins qui est envisagé suite à ça. Donc le mouvement Convergence vient au départ à l'initiative de compagnies de la culture, mais il s'avère que dans le Maine-et-Loire, par exemple, 49, c'est un lieu un département qui associe et le côté citadin, ville, mais qui est très rural aussi. Dans ce collectif du SAS 49, mais aussi en dehors, il y a des compagnies un peu partout sur le territoire. Donc très vite, par rapport à cette organisation de première manifestation, on a ouvert et on a été chercher des élus, on a été chercher la convergence avec d'autres participations, mission locale, planning familial, et chacun étant dans ses réseaux a pu un peu tout de suite mettre d'autres personnes que simplement la culture dans le jeu. Et donc manifestation, et après, assez tôt, construction de la Convergence 49. Avant, c'était fait la Convergence dans le 72, qui n'est pas là, donc je m'en fais un peu le porte-parole. Et on s'est inspiré les uns des autres. D'où, à un moment donné, une convergence régionale, parce qu'on trouve vraiment intéressant de s'inspirer de tout ce qui se passe sur les territoires. Et voilà, et je laisse la parole, comme ça permet à chacun de compléter. Et je rajoute seulement qu'au départ, l'alerte est venue de l'intersyndicale employeur et ensuite aussi salariés des Pays de la Loire, qui au départ pensaient que c'était que des voies de couloir, et au fur et à mesure c'est monté, et on a vu ce qui s'est passé mi-décembre. À partir de ce moment-là, nous, comme disait Brigitte, avec notre ancrage territorial, on s'est dit tout de suite qu'on ne pouvait pas être seul, la culture, à bouger,
parce qu'il y avait d'autres associations et d'autres milieux sociaux et associatifs qui étaient touchés. Et on avait la chance, par nos contacts de territoire, de compagnies, d'animation dans les quartiers, dans les petits villages, de théâtre de rue, dans les petites villes, de mairies qui accompagnent depuis des années tout ce travail, d'avoir pu élargir, et donc le mot convergence nous paraissait très important, et voilà, et on a essayé de tenir bon. Je dis ça pour dire qu'à partir de janvier, après le vote, bien sûr, on a eu des moments de déprime, on a eu des moments où on s'est consolé entre nous, on a quand même continué justement à se dire, on organise des AG presque mensuels, voilà. On a eu des AG avec 200 personnes et d'autres 22, mais on a continué, on a communiqué avec toutes les personnes dès la première AG où on était 200. Comme ça, ils sont au courant. On a créé plusieurs groupes et commissions suite à la première rencontre régionale qui s'est tenue le 5 avril, ici à Angers aussi. Et on a continué le travail. On a essayé de continuer à faire des actions pour polluer la vie de notre conseil régional, de notre présidente régionale. Et je pense qu'on n'arrêtera pas, qu'on va continuer. Voilà, c'est tout. Je vais juste préciser que Convergence 49, vu qu'on faisait Convergence, on avait aussi envie d'être dans plusieurs endroits sur ces assemblées générales, et c'est ce qui a permis aussi d'ouvrir, de ne pas forcément aller dans les théâtres, puisqu'au départ, il y a quand même une initiative de la part de la culture, du milieu culturel, mais qu'on puisse être dans des lieux qui puissent être la bourse du travail, mais aussi on s'est retrouvés en quartier, et là on a eu des personnes complètement différentes à chaque fois. Donc ça fait réunion, ça fait convergence et ça fait parole, et ça c'est vraiment important dans la construction de ce groupe-là. Et aujourd'hui, on est à la Cité des associations. Voilà, Cité des associations d'Angers, qui est quand même un lieu emblématique de la construction de la vie des associations. Dans le type d'action, en fait, on peut quand même dire qu'on a fait, surtout après la décision du tractage. Avant, on a fait du tractage, on a essayé d'informer la population. On s'est rendu compte que la population n'était absolument pas au courant. Et pour certains, n'en avait rien à faire. Donc c'est vraiment ça le problème, c'est comment aller vers tout le monde en fait. On arrivait à intervenir et à mobiliser les gens si on parlait de leurs enfants. C'était vraiment une porte d'entrée importante, quoi. Et puis après, on a fait on est allé intervenir dans les vœux du maire, parce que là, il y a rassemblement. Par exemple, et puis là on a fait la convergence régionale, donc à partir de là des groupements et donc des vidéos qui vont passer sur les réseaux, etc. Voilà. Et puis c'est tout. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Mais tu voulais parler à Lynn, Prends le micro, voilà. Je fais la... Merci, bonjour micro. Alors en fait, 44. C'est un peu complexe parce que on va partir de culture en lutte. En effet, c'est très lié à ce qu'a dit Brigitte. Donc moi, je suis du Sinavi, Pays de la Loire. Culture en lutte, en fait, a démarré, impulsé ce qui s'est passé vu les baisses budgétaires de la région. Il n'y a pas que ça. En fait, on était très en lien avec les élus de la région qui nous ont énormément aidés. Quand j'entends parler de toute cette convergence, c'est important de partir de ça en fait. Pour moi, c'est l'ensemble en fait qui est essentiel. Et l'intersyndicale a énormément œuvré aussi à cet endroit-là, chose qui n'était pas toujours simple et qui n'a pas toujours existé. En Pays de la Loire, aujourd'hui, on est plus sur l'urgence. Parce que subvention région disparue, mais subvention département, on est attaqué de partout et on a l'impression plus d'être sur un navire qui coule à plein d'endroits et quand on part à un endroit pour colmater, l'autre est en train de se percer. Et cette urgence épuise et c'est ce qui fait que Convergence 44 a été très 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 fatiguée après ce qui s'est passé en décembre. Aujourd'hui, c'est à l'intersyndicale que ça joue et il y a eu un événement mardi qui a quand même été très important au niveau de la plénière de la région, puisqu'en fait le Sinavi a impulsé de réunir pour une lecture de lettres de 10 syndicats à la plénière des COREPS. Les COREPS, c'est les comités régionaux du monde de la culture. Pour le personnel du spectacle.
pour le personnel. Les professionnels. Voilà. Pour les professionnels du spectacle, tout confondu. Tout confondu. C'est important d'être à cet endroit-là. Donc l'intersyndicale a vraiment œuvré, voilà ce que je voulais vous dire, et est venu lire une lettre pour demander, en présence d'Alexandre Thébout, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de quitter les COREPS, puisqu'ils sont animés par la région et la DRAC. Voilà ce que je voulais ajouter. Je voulais vraiment ajouter l'urgence en Pays de la Loire. Les gens sont sur du sauve-qui-peut, du sauvetage. On a essayé d'impulser à cet endroit-là auprès de Nantes Métropole, les départements, tout ça. Enfin, on est à cet endroit-là en Loire-Atlantique. La convergence, elle existe via. Et puis pour terminer, puisqu'en fait le Conseil national du SINAVI vient de voter pour la fabrication d'une convention citoyenne de la culture en parallèle des conventions citoyennes du climat. Voilà, donc ça a été voté au national il y a 15 jours. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois et on va du coup pouvoir passer la parole au planning familial, doublement représenté à la fois par Aurélie et je crois en visio par Sarah Durocher aussi, présidente. Oui, bonjour à toutes et tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Oui, donc on fera une prise de parole avec Aurélie. Donc moi je suis Sarah Durocher, je suis présidente confédérale du planning familial. Merci beaucoup pour l'invitation et merci d'avoir organisé en tout cas cette conférence de presse. Juste peut-être pour dire en quelques mots voilà, qui on est, le planning familial, parce que vu toutes les attaques et toute la désinformation qui existe auprès du planning, j'aime bien redire ce qu'est le planning. Donc le planning, on a un réseau de 82 associations sur l'Hexagone et les départements d'outre-mer et on accueille 500 000 personnes par an et 150 000 jeunes en éducation à la sexualité. Et on est une association féministe d'éducation populaire qui s'inscrit dans énormément de collectifs, bien évidemment. Et la question des libertés associatives est plus qu'importante pour nous depuis très longtemps. Il y a Dominique Movilla aussi qui est sur la feuille de route des libertés associatives et anti-choix, parce que tout est un peu lié quand même. Et donc peut-être pour vous faire un peu un état de santé du planning, nous, le planning, on est attaqué, j'ai envie de dire depuis toujours, mais depuis 2 ans, on voit une montée d'attaques, d'agressions envers le planning. On est menacé, il y a des tribunes qui appellent à définancer le planning, il y a des questions écrites, des questions orales de la part du Rassemblement national et d'une droite conservatrice depuis à peu près 2 ans. Des attaques contre les antennes du planning, la dégradation qui arrive de manière beaucoup plus régulière, et des attaques et des intimidations envers les salariés, envers les bénévoles et les représentants des associations. Et là, on est dans un temps bien évidemment concret, puisqu'on est passé de la menace aux actes, puisque le planning, en effet, comme beaucoup d'associations, c'est pour ça qu'on s'inscrit dans ce mouvement, on attaque sur les questions de financement. Donc nous, on a pas mal d'attaques. Donc il y a évidemment sur la région, Aurélie en parlera, mais plus largement, on a des baisses de financement très importantes sur les collectivités territoriales, avec un reproche qui est fait au planning, c'est d'être des militants. Voilà, alors nous, on est trop fiers d'être des militantes et des militants, mais en tout cas, le reproche qui est fait, c'est le manque de neutralité et bien évidemment le fait que l'on soit des militantes. C'est vrai que quand on parle avortement, contraception et éducation à la sexualité, je crois que c'est porter un projet de société et que bien évidemment, on est face aussi à une offensive très importante de l'extrême droite. Ça veut dire qu'on nous baisse nos financements, on nous attaque. Et en même temps, il y a une offensive très très importante de la part, évidemment, de M. Sterin. Mais si c'était que M. Sterin, il y a beaucoup d'attaques aussi de mouvements au niveau locaux. Donc voilà, moi je voulais juste dire que voilà, je vous remercie que le planning s'inscrit complètement dans cette mobilisation collective, s'inscrit évidemment le 1er juillet. Et puis peut-être juste, parce que c'est important de s'inscrire dans plusieurs collectifs, dire aussi que le planning a sorti une tribune, je ne sais pas si vous avez vu dans Le Monde, où on a eu vraiment des retours très positifs. Voilà, en disant on est très, très alertés et très inquiets pour le planning, mais surtout pour les personnes qu'on accueille, puisque les baisses de financement vont avoir des conséquences directes pour les personnes les plus éloignées du droit sur l'ensemble du territoire.
Et on va aussi sûrement procéder à des licenciements, hein, c'est une certitude. Donc voilà, dire en tout cas que notre mobilisation est collective, le planning résiste et continuera surtout à s'exprimer et à défendre le projet de société qu'il défend depuis très longtemps. Et je laisse la parole à Aurélie. Du coup, moi je m'appelle Aurélie Fournier et je suis la présidente de la fédération régionale Pays de la Loire du planning familial. Donc moi je vais parler de choses au niveau... Ah, il n'y a plus le son. Ah, bah, j'avais allumé, j'ai bravo. coupé, pardon. Désolé. L'ascenseur. L'ascenseur commence ici. C'est bon? Bon, c'est bon là? Ouais. Désolé. Donc je m'appelle Aurélie Fournier, je suis la présidente de la fédération régionale Pays de la Loire du planning familial. Et déjà, je vais juste parler concrètement de ce que ça a été ici pour nous, les coupes budgétaires. Donc, la région, elle a annoncé en novembre qu'il n'y avait plus du tout que c'était 100% des subventions qui nous étaient retirées. Donc, ça représente 66 170 € sur deux volets. Un volet qui était sur la promotion à la santé, et puis un autre sur égalité femmes-hommes. Celui, par exemple, sur l'accord cadre qui avait été fait donc de 40 000 €, juste pour dire, cet accord-là, il avait été signé l'année dernière, en 2024, c'était une convention pluriannuelle pour 4 ans. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on signe des choses, on s'engage à des choses, et en fait, ça n'est pas fait, et tout est stoppé. Un autre truc totalement ubuesque, par exemple, c'était que sur l'autre partie, donc c'était un projet 3 réseaux, donc avec aussi l'échelle régionale du CDFF et l'échelle régionale de Solidarité Femmes, et puis donc nous, c'était présenté par la région comme un projet innovant parce que unique en France, et il fallait le mettre en avant. On nous a demandé d'ailleurs, la région nous a demandé à réaliser une vidéo pour pouvoir promouvoir ce projet-là, vidéo qui a été faite, terminée fin octobre, et donc elle ne sera jamais diffusée. Voilà, on nous a demandé de faire un film qui ne sera jamais diffusé. Donc en fait, l'argent, il est mis des fois, et puis en fait, de toute façon, après, on s'en fiche. Donc c'est un peu pour parler de... parce que là, l'enjeu finalement aussi dans la lutte contre ce genre de couple, c'est qu'on voit bien que ça crée beaucoup d'angoisse dans tout le milieu associatif, avec des associations qui peuvent à certains moments peut-être se dire peut-être il ne faut pas trop qu'on en parle pour se protéger un petit peu pour pouvoir continuer, mais finalement les engagements, il ne faut jamais les croire. C'est un petit peu la leçon que moi j'ai comprise, et puis de toute façon on ne parle vraiment pas que d'argent là, mais vraiment d'idéologie. Alors on a avec quelques personnes de Convergence 49 été à un débat avec Christelle Morancé il y a 2 jours, et où elle dit mais on peut pas me targuer de faire de la politique, c'est pas du tout politique, j'ai supprimé pour tout le monde. Moi, ça me questionne quand même qu'une personne élue dise qu'elle ne fait pas de politique. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, aussi sur... alors nous, on est attaqué sur un manque de neutralité. Les élus ne font pas de politique, mais alors qui fait quoi? Enfin, on ne sait plus trop. Et c'est là où ça ne parle pas d'argent. Et moi, je vois bien dans l'argumentaire qu'on peut donner, et qu'on a été tenté de donner, et qu'on donne encore, c'est-à-dire de donner des chiffres, de dire là il y a des licenciements, de donner du nombre, et en fait ça c'est pas le genre d'argument que des personnes comme ça entendent, parce que la réponse elle est toute trouvée, c'est-à-dire il faut aller du côté du privé. De l'argent il y en a, et c'est vrai, elle a raison, de l'argent il y en a, mais c'est pas de cet argent-là dont nous on veut, et parce que c'est effectivement un projet de société, c'est pas
c'est pas vers effectivement des fondations dont on sait l'arrière-plan idéologique et politique vers lequel on va se retourner. Là, il y a eu quand même, et je vais peut-être juste finir là-dessus, parce que j'élargis, parce qu'effectivement, Sarah t'a parlé des attaques dans toute la France, et on voit bien qu'effectivement, nous, c'est la région, mais il y a d'autres endroits, c'est le département, à d'autres endroits, c'est l'ARS, à d'autres endroits, c'est la préfecture, à d'autres endroits, c'est la CPM. En fait, les attaques, elles sont de partout, et on voit bien au niveau européen, là, il y a eu un nouveau rapport qui est sorti il y a quelques jours pour dire que quand même au niveau de la campagne de financement sur tout ce qui est campagne anti-genre, anti-LGBT, anti-IVG, la France, elle est juste deuxième au niveau européen derrière la Hongrie. Donc en fait, ce travail de SAP et ce travail idéologique et financier, il est très important, il faut vraiment qu'on le prenne au sérieux, quoi. Merci beaucoup. Merci. Je propose qu'on passe la parole à Céline Mérès, qui est présidente du CRID, pour que tu nous présentes le réseau CRID, la manière dont vous agissez dans ce domaine de la solidarité internationale, et du coup l'analyse que vous avez de votre point de vue de la situation. Merci Jean-Baptiste. Oui, bonjour, donc moi je suis Céline Mérès, effectivement je suis présidente du CRID. Le CRID, c'est un réseau d'une 50aine d'associations de solidarité internationale. Donc on intervient sur le territoire national, à l'échelle locale, avec des dynamiques en région, notamment à travers un gros projet qui s'appelle le Festival des Solidarités, qui parle d'éducation populaire et de solidarité internationale sur les territoires. Et puis à l'échelle internationale, notre principal projet, c'est de créer des espaces de rencontre pour renforcer les solidarités entre des organisations en lutte un peu partout dans le monde, sur différents sujets. Donc la question migration, par exemple, qui est un gros sujet sur lequel on travaille, les questions de justice sociale et de justice environnementale, les enjeux féministes, antiracistes, etc., etc. Donc je vais essayer d'être rapide et organisée, mais en gros, le secteur de la solidarité internationale a également subi des très grosses coupes budgétaires cette dernière année et demie. Avant ça, j'ai écouté avec attention ce qui a été dit par les camarades précédentes sur les questions artistiques et au niveau du planning familial. Avant ça, le secteur de la solidarité internationale s'est fait beaucoup attaqué par l'entrée de la criminalisation des militants et des militantes. Bon, je pense notamment à ceux et celles qui sont très engagés sur la question des personnes exilées, mais pas que, sur les questions d'écologie aussi, etc. Donc nous, ça a commencé vraiment à taper très très fort à l'endroit de la criminalisation des militants, des militantes et des actions qui étaient menées. Et puis évidemment, l'autre levier qui a suivi, ça a été celui des financements, très vite, dans la foulée. Très fort. Nous, le CRID, on a été impacté directement il y a un an avec... donc nous, on était plutôt financé par les institutions nationales, hein, c'était moins à l'échelle régionale qu'on était touché, mais on a la moitié de notre financement qui a dégagé en une fois, avec 3 licenciements de notre staff, mais plus globalement... Comme on a un réseau d'associations avec plus de 50 associations, ça a été l'effet domino derrière, c'est-à-dire toutes les organisations qui agissaient à l'échelle régionale, qui ont eu la double peine, en même temps la fin des financements publics, voilà, notamment du ministère des Affaires étrangères et de l'AFD, et puis après, voilà, comme vous le disiez, hein, à l'échelle régionale, les Pays de la Loire, tous les camarades qui travaillent sur la question de solidarité internationale ont aussi fait les frais des coupes budgétaires. Donc l'hécatombe, donc bon, voilà, comme tout le monde, hein, je ne vais pas rajouter du drame au drame, mais l'hécatombe dans tous les secteurs avec beaucoup de licenciements, des assos confirmés. Et puis nous, notre mobilisation, elle s'est faite à plusieurs endroits. Donc d'abord intra-secteur, j'ai envie de dire, secteur de la solidarité internationale, avec des mobilisations qui ont été organisées notamment devant l'Assemblée nationale à plusieurs reprises pour aller interpeller les députés.
beaucoup de plaidoyers politiques, mais qui ne marchent absolument pas et dont il va falloir à un moment donné qu'on réfléchisse, parce qu'aujourd'hui, en tout cas à l'endroit, je ne sais pas comment ça se passe au niveau régional, mais en tout cas au niveau national, il n'y a absolument pas ni une écoute, ni une envie de discussion, ou alors vraiment à la marge. Et puis les organisations qui étaient présentes à l'échelle régionale, hein, je pense notamment en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, etc., où là, pour le coup, tous les financements ont sauté. Donc voilà, ça a vraiment été pour ceux et celles qui travaillent sur les territoires un double crochet de chaque côté sur les financements. Donc les mobilisations à l'échelle nationale, à l'endroit notamment les mobilisations à l'Assemblée nationale, mais très vite, par rapport à ce que disait tout à l'heure Laurent Fraisse, très vite on a pensé avec le CAC que l'intersecteur était nécessaire, obligatoire, vital pour pouvoir continuer à se mobiliser, à partir ensemble, pas que sur les questions de financement, mais aussi et avant tout sur les questions de démocratie, puisque l'intervenante vient de le dire, c'est-à-dire qu'il y a un projet idéologique en face de nous qui est en train de nous laminer avec un certain nombre de leviers, mais c'est globalement voilà, des idéologies mortifères qui sont en train d'écraser nos secteurs et qui sont en train de remettre en cause fondamentalement les piliers démocratiques. Donc avec le CAC, on a commencé à réfléchir effectivement à ces questions avant de parler des soulèvements associatifs, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc ça a été un long travail qui mène aujourd'hui à cette envie de lancer les soulèvements associatifs. Et puis nous, ce qu'on a aussi vu dans le milieu de la solidarité internationale, en fait, c'est comment à l'échelle internationale, il y a un certain nombre de pays qui avaient été un peu, comment dire, très fortement impactés avant nous. Nous, on travaille beaucoup avec le Brésil, par exemple. La mandature Bolsonaro, c'est un vrai laboratoire. Hein, si on veut voir potentiellement ce qui nous attend, on regarde ce qui s'est passé au Brésil pendant la mandature Bolsonaro, et c'est une hécatombe à l'endroit pour les associations, pour les militants, avec une criminalisation très forte, des financements qui sont coupés, et puis évidemment des situations encore plus dramatiques, voilà. Et donc on a été très vite soutenus, nous, par nos partenaires internationaux, qui nous ont envoyé des messages de soutien, avec lesquels on a beaucoup travaillé sur, finalement, dans des contextes politiques où la droite extrême et l'extrême droite sont à la manœuvre et où les financements, criminalisation et financement sont les leviers pour nous empêcher de continuer à faire ce pourquoi on est là. On a aussi beaucoup réfléchi avec eux sur comment ils avaient traversé la période, qu'est-ce qu'ils avaient mis en place, etc. Et donc, c'est aussi très intéressant de voir comment, dans des gouvernements Mélanie, bolsonaristes, voilà, Erdogan en Hongrie, etc., de discuter avec les partenaires internationaux, ça donne aussi alors, une idée un peu dramatique tendanciellement de ce qui peut se passer, mais on va se dire qu'ensemble on a l'espoir et la volonté, mais aussi d'avoir des outils de mutualisation, de voir comment on peut continuer à faire des choses malgré tout ensemble, etc., etc., et quel rapport de force on peut mettre en place. Et enfin, la dernière chose, voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Baptiste en introduction, c'est qu'on a aussi des temps de rencontres assez récurrents qui sont portés par les organisations de solidarité internationale, mais je pense aussi au CAC ou à l'UFIS de la culture, et je pense notamment aux universités d'été qui vont avoir lieu, des mouvements sociaux qui vont avoir lieu cet été à Bordeaux fin août. Et qui sont vraiment des endroits où on doit pouvoir travailler ensemble à voir comment on peut renforcer le rapport de force avec les pouvoirs publics, avec les institutionnels, trouver des solutions aussi de convergence, mutualisation et de solidarité forte. Et donc, on espère que l'université d'été des mouvements sociaux, en tout cas, ce sera un moment qui permettra ça. Et Jean-Baptiste a aussi parlé des résistantes. Donc, l'université d'été des mouvements sociaux, on est aussi en lien avec les résistantes qui vont tenir leurs universités, enfin pas leurs universités d'été pour leur coup, mais leurs rencontres début août. Et c'est aussi très intéressant d'aller croiser comme ça avec des mouvements un peu plus au local qui travaillent sur des questions de justice sociale et de justice environnementale, parce qu'ils n'ont pas été non plus en reste au niveau de la criminalisation et de la casse.
Et puis, un autre événement qui est important pour nous et dont je voulais parler rapidement, c'est le Transborder Camp qui va avoir lieu cet été et qui réunit beaucoup de militants et de militantes locales et internationales sur les questions de migration. Et donc, voilà, ça crée aussi des espaces dans lesquels on peut parler des soulèvements associatifs, dans lesquels on peut mobiliser un maximum, voilà, et d'essayer de regarder où on pourrait avoir des angles morts dans notre mobilisation et d'aller à chaque fois redire combien c'est important d'être ensemble et de se mobiliser ensemble. Donc voilà, solidarité internationale, ça couvre un peu tout ce champ-là. Et on continuera à se mobiliser évidemment dans l'espace des soulèvements et à être présent le 1er juillet et à imaginer des possibles pendant l'université d'été des mouvements sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, du 23 au 26 août à Bordeaux, on va rentrer dans la dernière séquence avec 3 prises de parole. On va peut-être profiter du fait que l'UFISC est là par l'intermédiaire de sa coprésidente derrière l'écran, Laetitia Laforgue, pour donner la parole à l'UFISC, voilà aussi sur ce que vous mettez en place. Et puis ensuite, on passera la parole à Julien Ada du réseau Cocagne avant de finir dans les Vosges avec le réseau d'aide 88. Donc Laetitia, si tu veux dire un mot peut-être aussi sur tout ce que vous mettez en place avec l'UFISC. L'UFISC a été présenté tout à l'heure, mais si tu veux en redire un mot rapidement, grand bien te fasse. Oui, merci beaucoup. Déjà, merci pour cette initiative et cette invitation. Je pense qu'on a vraiment besoin tous maintenant de se trouver, de se renforcer les uns les autres. Juste un petit mot sur l'UFISC pour dire que c'est un acronyme derrière lequel se cache une quinzaine d'organisations du champ de la culture, que ce soit du spectacle enregistré, spectacle vivant ou art visuel. Je vous invite à regarder sur le site internet pour tous les détails. Mais en gros, on représente quand même des milliers de structures sur tous les territoires. Et aujourd'hui, on voit bien que le carnage budgétaire nous a déjà atteint. C'est pas quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui est déjà là. Rien que pour pas vous noyer de chiffres, mais rien que pour la direction qui au ministère de la Culture s'occupe de la démocratisation culturelle et donc vraiment de la présence de la culture au plus près des citoyens sur les territoires, c'est moins 68 millions, ce qui est quand même pas juste une anecdote et pas une petite économie et qui est bien révélatrice de ce qui est en marche. Pour nous, c'est un plan social massif. Il y a déjà, bien sûr, des cas de censure, des cas où le contrat d'engagement républicain est brandi au nom de la nation pour écraser toute initiative privée citoyenne et surtout pour faire taire tout ce qui ne serait pas neutre politiquement. On n'a toujours pas compris ce que c'était la neutralité politique, mais il s'en occupe pour nous. Donc oui, nous, on est face à ça, un grand plan social et surtout, au-delà de ça, une délégitimation de notre action, de notre présence, une délégitimation de la culture, une non-compréhension ou plutôt une très bonne compréhension de sa capacité d'action et d'émancipation. Et du coup, ce qu'on voit, c'est bien que sont attaqués comme nous d'autres initiatives d'expression et de solidarité citoyenne. Donc c'est pas juste c'est pas un hasard, c'est pas une crise budgétaire, c'est un vrai déroulé d'une vision politique qui est en cours et qui bien sûr profite d'une crise budgétaire, mais qui fait juste en profiter en fait. Le vrai truc, c'est vraiment d'essayer d'écraser tout ce qui ne rentre pas dans le rang. Voilà. Et donc, une fois que on s'est pris ça, et je pense que l'épisode en Pays de la Loire, évidemment, est un marqueur très fort et je crois qu'il nous sort de la sidération en fait. Avant ça, on est un peu dans la sidération, on est dans la sidération d'avoir aperçu Bardella à Matignon, on est dans cette sidération-là.
là, on en sort, et on en sort en faisant des rapprochements avec d'autres associations. Ce qu'on voit, c'est que c'est bien le service public, pas que de la culture, mais de la santé, de l'éducation, du soin à la personne qui est attaquée. Et le rapprochement avec d'autres nous renforce, nous sert, nous fait du bien. Nous, on a commencé par élargir un petit peu le cercle de l'Union en remobilisant plus largement et en réactivant ce qu'on appelle la MCAC, le mouvement coopération agriculture qu'on avait activé pendant le Covid et qui regroupe une 60aine d'organisations dans le champ culturel, au-delà de toute divergence esthétique, enfin pas divergence, mais on voit bien que on a lancé cet appel et ça a marché tout de suite, quoi. On sent qu'il y a besoin de ça. Ça, c'est une des premières choses qu'on a fait, et ce qu'on cherche aussi à faire, et qui vient là et qui continue, on se réunit une fois par mois dans le cadre de ce mouvement. Il faut qu'on se visibilise pour pas laisser croire qu'on est une portion congrue de la société, mais on est une vraie part, une large part de la société aujourd'hui, et je crois que pour ça, on a besoin de mieux articuler nos forces pour montrer qu'on est fort et visible et qu'on n'est pas juste des petites assos isolées dans leur coin. Au contraire, on porte une vision de la société, on porte aussi la relation aux citoyens qui est très importante. Et surtout, je crois que si on arrive à bien se coordonner et à bien faire front ensemble, je crois qu'on arrive à offrir aussi une possibilité, ouvrir une porte et ne pas laisser croire qu'il n'y a qu'un seul chemin possible, qui est celui d'une politique austéritaire et liberticide, mais pour copier le CAC, ou je crois que c'est toi, Jean-Baptiste, qui était venu lors d'un séminaire à l'ULFISC travailler avec nous et vraiment parler d'une politique de la bifurcation. On en est là, c'est la croisée des chemins, et en fait on sent bien avec le Covid qu'il y a eu le monde d'après, que le monde d'après il est encore pire que le monde d'avant, et que on n'a toujours pas réussi à prendre la tangente, mais c'est quand même maintenant qu'on peut le faire. C'est-à-dire que et je crois que le travail aussi que nous on essaye de faire et qu'on va faire, au-delà de se rapprocher d'autres associations, c'est d'aller parler avec les citoyens, ce qui se passe à l'image de Convergence Pays de la Loire, d'aller dans les quartiers, d'aller voir les élus, continuer à voir les élus qui s'approchent là, qui vont s'investir dans une campagne électorale, qu'elle soit municipale ou présidentielle. Ils ont aussi besoin, certains élus ont aussi besoin de matière, d'arguments, de force. On a besoin de les soutenir. De la même manière, on a besoin d'aller vers les personnes. Et je crois que si on le fait tous ensemble, on va réussir à déplacer la montagne. Merci beaucoup, Laetitia. On va reprendre le micro. On reprend le micro pour te le repasser. Julien, tu es notre avant-dernier intervenant et tu as fait le déplacement aujourd'hui. Alors, avec ton double regard, tu connais bien le monde associatif depuis longtemps, et puis tu as une spécificité, enfin tu travailles plus spécifiquement dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, un secteur dont on n'a pas encore parlé, mais dont tu vas pouvoir dire un mot, peut-être en commençant par nous présenter le réseau Cocagne. Merci Jean-Baptiste, merci de votre invitation. Je salue les représentants. Il n'y en a plus d'association. Pardon, c'est moi. Après le spectacle. C'est pour tout à l'heure. C'est pour la suite. Pardon, excuse-moi. Ça fait le deuxième phénomène de censure. Oh, quelle journée. Voilà, comme quoi les hautes de la technologie n'est pas neutre. Donc je salue la présence de nos amis des Jardins de Cocagne d'Angers, ici présents, qui font un boulot absolument incroyable, comme 110 autres fermes bio en France d'insertion par l'activité économique que nous représentons au sein du réseau Cocagne depuis 30 ans maintenant. Alors juste revenir quand même sur d'où naît l'action associative, la nécessité de l'associativité. Les Jardins de Cocagne sont nés d'un phénomène qu'on va retrouver massivement dans les mois qui viennent, de désindustrialisation. C'est dans cette désindustrialisation des années 80 qui va marquer les fondamentaux de la situation politique d'aujourd'hui. Cette désindustrialisation des aciéries,
des mines, de l'automobile, etc., a généré le début d'un chômage de masse. Et les personnes qui s'occupaient en centre d'hébergement social d'urgence de ces personnes-là, en centre jeunes travailleurs, etc., des militants associatifs, des travailleurs sociaux, des militants syndicaux, politiques, se sont dit, ces gens-là sont laissés sur le carreau, littéralement. Voilà, puisqu'on partait sur une modernisation de la France, etc. Et je dis ça, je rappelle ça parce qu'il faut le lire à ce qui est en train de se... Voilà. Il y aura des enjeux là, de compréhension de ces phénomènes-là aujourd'hui, dans quoi nous sommes nés des interstices d'une économie qui laisse des gens de côté et les citoyens organisés décident de créer une action pour pas que, en l'occurrence là, les gars ils se tapent sur la gueule dans le centre d'hébergement social. Donc on crée une surface, à ce moment-là, écologique, innovation associative, pareil, toujours dans les interstices, pour que justement ces personnes puissent travailler et en plus d'être hébergées socialement, de travailler et de retrouver une dignité par le travail, une activité sur un support écologiste qui était tout à fait innovant. Je me permets juste de dire que je repense à cette femme qui, interviewée par Lorraine Cœur d'Acier, la radio des gens en lutte, avait dit, non mais il faut l'entendre parce que elle disait, de toute façon aujourd'hui, on est dans les années 80, il y en a pour les bot people et les bébés phoques. Ça fait froid dans le dos quand on y repense. Il n'y en a que pour les bot people et les bébés phoques. Nous justement, on va s'occuper. Et donc, il y a bien eu un problème majeur de ne pas s'occuper du travail, de ne pas s'occuper des effets de la désindustrialisation. Et on en est exactement là. Et donc nous, on donne du travail à des gens sur un support écologique qui, en plus, les resitue dans le monde du travail. Donc on fait partie de ce secteur de l'insertion par l'activité économique qui a été inventé, on est en pleine co-construction, par des citoyens organisés, etc., sur différents supports d'activité, des espaces verts, du bâtiment, du service à domicile, de la mécanique générale, de la logistique, etc., et qui emploie 300 000 personnes aujourd'hui. Nous, au réseau Cocan, il y a 5-6 000 personnes qui passent dans les jardins par an, 1 millier d'encadrants techniques, etc. Donc ce secteur s'est institutionnalisé aussi, avec les politiques publiques, qu'elles soient à l'échelle nationale, départementale, via la question du RMI puis du RSA, et du bloc communal, et ensuite aussi des régions sur la partie économie sociale et solidaire. Donc on est complètement imbriqué là-dedans. Et je tiens à dire que là, il faut avoir aussi une analyse politique de pourquoi nous sommes relativement protégés, je dis relativement protégés à ce stade. Il y a des baisses de budget que nous on considère massives, qui ne sont pas encore sur les aides au poste qu'on peut avoir sur l'insertion, des départements qui tiennent encore le cofinancement des postes d'encadrement par exemple, bien que beaucoup se désengagent parce qu'ils disent que l'État ne les soutient plus, etc. Donc c'est au bord de rupture. Et ce n'est pas encore une rupture totalement avérée, mais la limite de rupture, elle a des conséquences dramatiques pour les dirigeants, et bénévoles et salariés de ces structures qui sont dans un niveau d'engagement qui n'est plus tenable. Mon président disait il y a quelques jours en conseil d'administration, peut-être qu'il y a 3 sortes d'associations dans cette vision néolibérale de nous-mêmes, peut-être des associations dont on pense qu'il faut les supprimer, elles sont dangereuses, on l'a dit, des associations dont on pense qu'elles ne servent à rien, la culture, ça sert, etc. Et des associations pour lesquelles l'État pense encore, ou certaines collectivités territoriales, qu'elles rendent des services. Alors si elles rendent des services, peut-être que celles-là, il faut voir ce qu'on en fait. Et là, évidemment, il y a toute une institutionnalisation poussée sur nos structures, où on est maintenu à bout de bras sur des financements qui sont en dégradation permanente, en logique de rupture non articulée entre l'État et les collectivités, etc. Mais on est tenu comme ça par les cheveux, à bout de bras, etc. Mais par contre, on a une pression managériale considérable. C'est-à-dire qu'au niveau local, on va dire, vous ne touchez plus la subvention que vous voulez toucher, par contre, vous allez faire ça en plus si vous voulez continuer à toucher 3 000 €. Voilà. Donc il charge le cahier des charges, si vous voulez, de la prestation à rendre. Voilà. Du côté, on a des injonctions contradictoires intenables. Un conseil départemental va dire, il faut un taux d'encadrement le plus élevé possible, c'est-à-dire des accompagnatrices, c'est très féminin, socio-professionnelles pour les personnes en insertion. Par exemple, il en faut une ou un pour 12 personnes. Donc ça suppose des charges de fonctionnement qu'on ne finance pas, et ils nous disent en même temps, allez chercher vos charges de fonctionnement sur le marché.
D'un côté, on doit se marchandiser, de l'autre, on doit être encore plus social. Enfin, voilà. Donc, tout ça est littéralement intenable, ça rend fou, et c'est à se demander si on ne veut pas nous rendre complètement fous dans ce contexte-là. De ce point de vue, il y a quand même, nous on se bat au niveau national, on a aussi, si vous voulez, sur le champ du social, puisque je peux intervenir aussi sur la question du champ du social, on a des effets de capillarité de l'idéologie néolibérale, avec une logique, à travers notre support d'insertion, de responsabilisation des chômeurs et des précaires. C'est-à-dire, c'est ce workfare à l'américaine qui se substitue au welfare state de l'après-guerre, qui consiste à dire, en fait, c'est la responsabilité des individus. Voilà. Donc, à travers le RSA et le basculement du RSA systématique sur Pôle emploi au 1er janvier, etc., autant vous dire que la machinerie est quasiment n'est pas maîtrisée, automatiquement, ça veut dire chaque personne... Voilà. Et nous, on nous confie donc le soin d'être sûr que les personnes se mobilisent pour le retour à l'emploi. Et dans quelle mesure, et ça a été dit pas loin d'ici notamment, en montagne, ça a été dit par exemple un département qui dit « vous nous signalerez si la personne n'accepte pas les itinéraires que vous lui proposez, la formation que vous lui proposez, etc. » Donc on devient des adjoints d'une logique de sanction de la responsabilité, etc. Et là c'est très très insidieux parce que si on a des structures qui sont effectivement directement attaquées parce qu'elles ont pris position l'année dernière sur la question politique, là on est alors là, voilà, là on est par contre instrumentalisé sur une logique beaucoup plus dangereuse qui est celle de basculer sur la responsabilité individuelle en toute chose pour le secteur social. Voilà, donc ça c'est vraiment un problème absolument majeur pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Déjà, être ensemble. Être ensemble, on a trop été institutionnalisé dans nos différents silos de politique publique, etc., dans des logiques parfois boutiquières, de fonctionnement par la professionnalisation. Il y a tout un travail réflexif à avoir sur notre doctrine par rapport à ça. Ça peut être un moment opportun aussi pour sortir de ces réflexes qu'on a incorporés au sein de nous, sauver ma boutique, sauver ma boutique, sauver ma boutique. Les uns envers les autres, etc. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit réflexif par rapport à ça et savoir à quel moment on bascule. Donc là, nous, il y a un point central de doctrine. Il y en a un autre évidemment sur la réévaluation du cadre évaluatif de nos actions. Personne ne veut voir les effets utiles que nous produisons. Personne ne veut le voir parce que la logique quantificatrice de la politique publique refuse tout ce qui n'est pas quantifiable, etc. Donc là, c'est totalement politique. Le travail que mènent Laurent et Jean-Louis Laville, etc., va dans ce sens-là. Nous nous sommes mobilisés. Le travail de doctrine que nous devons mener, une doctrine, c'est au sens militaire du terme que j'emploie. Analyse de la situation, stratégie opérationnelle, profondeur stratégique, etc. C'est comptabilisation des forces, etc. Comment on peut effectivement avoir une vision politique qui permet de réévaluer ce cadre évaluatif de nos actions et de rompre avec la logique quantificatrice. Et là-dedans, il y a quelque chose qu'on peut faire. Il est faux de dire que nous avons en face de nous une machine unilatérale, néolibérale. Il y a des personnes séquentes, comme nous on les appelle, au sein des collectivités, au sein de l'État, etc., qui ne supportent plus cette situation. Et qui nous prouvent qu'on peut essayer de trouver encore des arrangements, etc. Il faut travailler les personnes séquences, comme le monde associatif l'a toujours fait, dans des allers et retours entre ces champs-là, institutionnels et associatifs. Et ça, il faut compter nos forces à partir de ces situations séquentes. Elles ne sont pas perdues, ils demandent à être soutenus. Et la question, encore une fois opérationnelle, qu'on a là, c'est comment on se soutient les uns les autres. Et là, nous nous proposons, avec nos amis d'Athémis sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération, des groupes tenir debout. Oui. Je suis désolé de vous couper, mais j'avais vraiment prévu midi 30. Pour les bouches. Excusez-moi, je suis désolé, mais... Voilà. J'en finis. Moi, je vais être très rapide, très succinct, donc si ça ne vous ennuie pas, je prenne la parole très rapidement. On laisse finir. On laisse finir quand même. Je tiens à dire que c'est un 3e niveau de censure. Je plaisante. Non, et le dernier point peut-être effectivement, c'est qu'à travers ces personnes séquentes, il faut qu'on fasse la synergie des politiques publiques. Donc à travers la convergence de nos actions associatives qui doivent dépasser les logiques boutiquières qui sont mortes, définitivement mortes, comment effectivement on travaille la synergie des politiques publiques et sur l'urgence écologique. Dernier point, nous sommes mobilisés contre la loi du plomb avec toutes les associations écologiques sur la fin du mois de juin, donc c'est-à-dire demain et lundi, avec des manifestations partout en France, où là on s'attaque aux vivants. Merci.
Merci, on a pris un peu de retard. On passe tout de suite la parole, Mathieu, dans les Vosges pour Réseau Net 88. Merci beaucoup. Désolé d'avoir interrompu. Voilà, je dois vraiment partir ensuite. Je vais être bref et succinct, comme j'ai dit. Donc, je suis Mathieu Brassier, coprésident du collectif Réseau d'être dans les Vosges. Nous sommes un collectif qui œuvre pour la diffusion des droits culturels et la culture pour tous. On a adhéré donc au soulèvement associatif du 1er juillet avec un autre collectif vosgien qui s'appelle le collectif associatif 88, parce que la situation dans les Vosges et au niveau associatif est assez désespérée et compliquée. Elle ne date pas de la dernière loi des finances, puisque nous, par exemple, avec le conseil départemental, on a eu depuis presque 2 ans de grosses coupes budgétaires, plus une absence totale de dialogue et de communication. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les Vosges, on compte 7500 à 8000 associations. Ça représente 70 000 bénévoles et 9 960 salariés, et que c'est la première filière d'emploi dans les Vosges. Excusez-moi, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Rapprochez le micro. Ou rapprocher le micro, on a du mal à entendre. Voilà. Ok. Merci. Donc je recommence à partir d'où? Non, de là, c'est bon. Ok. Donc oui, voilà, ce que je disais, c'est que le monde associatif dans les Vosges, c'est 7500 à 8000 associations, soit 70 000 bénévoles et 9 960 salariés, et que c'est la première filière d'emploi dans les Vosges. L'inquiétude est grande. Beaucoup d'associations, aussi d'acteurs associatifs, ne veulent pas parler, puisque même s'ils reçoivent encore des bribes, par exemple, du conseil départemental, malgré tout, c'est quelques euros qu'ils reçoivent, ils ne veulent pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du conseil départemental. Donc c'est très compliqué de mobiliser des associations dans les Vosges, même si la situation est critique. Donc nous, on sera là quand même le 1er juillet. On a prévu un cabaret d'urgence associative, voilà, qui va mobiliser des acteurs associatifs de tous bords, que ce soit des foyers ruraux, des acteurs culturels, des acteurs sociaux, et d'alterner prise de parole et voilà, moment plus festif. Le problème des coupes budgétaires dans notre département, ça touche bien sûr le niveau culturel, mais c'est aussi au niveau social, médico-social, rural surtout. Et l'inquiétude est grande. Donc on va commencer le 1er juillet et on a prévu déjà une liste d'actions à partir du mois de septembre où on interviendra sur d'autres événements associatifs pour expliquer aux citoyens la situation, puisque là je l'ai entendu par d'autres intervenants. Les citoyens dans les Vosges ne connaissent pas vraiment la situation que l'on vit et sont particulièrement impactés, puisque ces associations-là, elles font du lien dans les villes, elles font du lien dans les campagnes, elles font du lien dans les quartiers, mais il est important pour nous de les mobiliser et qu'ils comprennent aussi les enjeux et ce qu'ils vont perdre aussi en tant que citoyens dans notre département. Voilà. Merci. On va reprendre le micro peut-être pour conclure. Donc, on a pris un peu de retard, mais donc on va pouvoir conclure de manière un peu originale. Juste dire, on s'était donné une bonne heure, donc je suis désolé, c'est sûrement frustrant parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire et ça serait vraiment intéressant d'entendre beaucoup d'autres personnes, mais on va essayer d'organiser ça, c'est qu'un début, notamment dire un mot sur le fait qu'on est en train de travailler avec la coordination nationale des radios associatives pour structurer des choses à la rentrée pour permettre justement l'expression d'acteurs associatifs de manière un peu organisée, structurée. Et que donc le rendez-vous, le coup d'envoi officiel à partir de cette conférence de presse, ça sera donc le 1er juillet avec toute une série d'événements. Vous pouvez retrouver la cartographie sur le site où on a centralisé toutes les infos sur le mois associatif, en sachant aussi que le mouvement, il est, j'allais dire, par le haut et par le bas, dans le sens où par le bas, il y a des mobilisations sur le terrain, et par le haut, le 1er juillet, il y aura une initiative originale à l'Assemblée nationale avec 2 députés et une 40aine d'organisations. On va essayer
construire un atelier des lois pour avoir un cadre légal qui soit plus favorable au développement d'une politique vie associative. Et donc, encore une fois, tout ne sera pas solutionné le 1er juillet au soir, mais c'est un début pour avoir ce double mouvement. Et ce que je vous propose pour continuer, parce qu'un des enjeux, c'est d'avoir une espèce de banque d'initiatives et qu'on soit source d'inspiration entre lieux de mobilisation. Pour finir, on propose de clôturer avec une vidéo qui a été faite pas très loin d'ici. Une prise Ouais. de parole. Il y a une prise de parole qui est demandée. Tu l'as lancé? Non, non, c'est pas Attends. lancé. Ah non, mais allez-y, vous pouvez. On lance la vidéo, puis après on te donne la parole. Voilà, on pourra finir. Louis-Marie, on lance la vidéo, elle est prête, et on donne la parole après. Et peut-être qu'après la vidéo, quelqu'un viendra la contextualiser. Juste, voilà. On regarde ça et on se retrouve dans 1 minute 20, je crois. Je suis pas trop habituée. De continuer à cultiver ces légumes et les vendre sur le marché. Et non, la région n'est plus l'installation des jeunes agriculteurs. Est-ce qu'elle a accès à la prévention des violences sexistes et sexuelles? Bah non, la région n'est plus le planning familial non plus. Est-ce qu'elle peut payer les cours de sport de son enfant? Non. T'imagines bien que les cours à 300 balles et l'adhésion hors de prix, c'est plus possible. Est-ce qu'elle a pu inscrire son enfant à l'atelier d'art plastique? Et non. Bah c'est comme le sport, il n'y a plus de profs et en plus c'est trop cher. Est-ce qu'elle a pu aller voir un spectacle avec son établissement scolaire? Bah non. Est-ce qu'elle a pu garder son emploi dans l'association? Bah non, il n'y en a plus d'association. Est-ce qu'elle a pu aller boire un verre après le spectacle? Et non. Bah depuis que la programmation a arrêté, et bah dans un côté pas plus. Est-ce qu'elle a pu se faire accompagner pour trouver un stage? Et non, il y a moins d'accompagnateurs à l'emploi pour les jeunes. Ah. Bah tiens, il en reste un. Je sais pas, il doit peut-être pas se sentir concerné. Voilà. Peut-être, oui, juste dire un mot, oui, de la vidéo. D'où est-ce que ça vient? Voilà. Bah, c'est les gens de Convergence 49. Ouais, peut-être. Oui, donc c'est des personnes de Convergence 49 qui ont, suite à la dernière rencontre régionale, voulu lancer une vidéo virale. Et l'idée, c'est que ce modèle-là, en fait, il puisse être repris par tout le monde, que ce soit d'autres groupes dans d'autres départements ou voilà. Enfin voilà, si ça vous inspire sur vos territoires, n'hésitez pas à réutiliser ce genre de format. Et puis c'est sympa à faire, ça crée du lien entre les gens. Ok, alors, voilà. Bah, du coup, on peut peut-être se donner vraiment 4-5 minutes max pour conclure avec des prises de parole, puisqu'on a cette petite pince de manœuvre. Je crois qu'il y a notamment une demande de l'autre côté de l'écran. Louis-Marie. Louis-Marie, c'est ça. Tu peux y aller, oui, de tes côtés. Je prends la parole, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. D'abord, ça me fait chaud au cœur de voir ces regroupements, de voir que ça se rallie, ensemble on est plus fort. Bravo. Après, j'ai une grande question, c'est maintenant comment? Parce que si on regarde les retraites, on a été très très nombreux, ça n'a pas fait changer les choses quoi, pour l'instant. Et du coup, moi je vous propose une analyse, c'est de regarder qu'on a un point commun, toutes les associations, quels que soient nos secteurs, que ce soit la culture, la santé, etc. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de problème de subvention, mais n'empêche qu'il y a un problème qui surreprésente et qui les concerne toutes, c'est le problème de la démocratie, c'est-à-dire qu'on n'est pas écouté, ni les citoyens, ni les associations, alors que pourtant on représente l'intérêt général, on se bat chacune pour un sujet ou un autre, mais mis ensemble ça fait l'intérêt général, et que maintenant la démocratie commence même à plus écouter les parlementaires et on a un risque autoritaire. Donc je pense que pour s'attaquer à cette question de la démocratie, il y a une première chose à faire, c'est un débat public organisé par la société civile pour répondre à la question dans quelle démocratie on a envie de vivre. C'est la première étape pour qu'on prenne désir de démocratie déjà, qu'on prenne conscience qu'il y a plein de formes de démocratie qui ont fait leurs preuves et qui changeraient complètement la France en 10 ans. Et je vous invite toutes et tous à rejoindre la coalition pour un renouveau démocratique ou au moins à participer au débat public
Comme il est auto-organisé, on a besoin que chacun organise des événements. Ce sera lancé le 15 septembre pour la Journée mondiale de la démocratie et ça va durer 6 mois. On a une plateforme de participation citoyenne et un kit d'organisation. Il vous suffit après la réunion de déposer sur cette plateforme. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens du monde de la culture. Le monde de la culture a l'habitude d'organiser des événements. On a vraiment besoin, si ça vous semble être une bonne idée, en tout cas je vous invite à nous rejoindre. Je remets le message dans le chat et encore une fois bravo pour ce que vous faites et ensemble on est plus fort. Merci. Voilà, merci. Bon, je propose qu'on conclue ici parce que voilà, le temps passe. D'abord, je voudrais vous remercier toutes et tous de votre... oui, j'ai raisonné, j'avais le casque sur les oreilles. Donc, vous remercier toutes et tous de votre présence, de votre patience. Bon, peut-être qu'il y a des frustrations de ne pas intervenir, mais je crois que voilà, on a encore vraiment... beaucoup de travail à faire ensemble. Évidemment, la question démocratique, elle est centrale sur ces questions-là. Comment ça pose. Donc effectivement, il y a des réseaux. Je vous invite aussi, bon, c'est qu'on se connaît déjà, mais aussi à rejoindre le CAC dans les espaces de travail ou avec d'autres on fait ça. Je pense à nos amis de Sciences Citoyennes, par exemple, qui travaillent beaucoup sur cette question, sur des conventions citoyennes notamment. Hein. Et donc, peut-être juste un petit mot, parce que j'ai cette double appartenance entre ce réseau national du CAC et puis cette mobilisation, et puis être acteur en Pays de la Loire, pour dire deux choses, une chose pessimiste et une chose optimiste. Alors la chose pessimiste, qui est optimiste également, c'est que vous faites conscient que ce n'est pas facile de se mobiliser. Pourquoi? Alors, c'est vrai, les amis de la culture, à travers toutes les questions d'intermittence, avec Culture en lutte, il y a une habitude de la mobilisation, et puis les syndicats qui sont organisés dans votre secteur. Ce n'est pas le cas du secteur dans les associations. L'éducation populaire dont je suis issu, puisque je suis un militant des maisons déjeuner de la culture, l'éducation populaire est habituée à discuter, à les rencontrer, échanger, gagner quelque chose. Et on s'appuie d'ailleurs sur cette analyse du mouvement associatif, par exemple, de ce travail de plaidoyer qu'ils font. Mais aujourd'hui, nous, on avait un petit peu envie de dire que voilà, le plaidoyer, la discussion, c'est bien, mais quand on est étranglé, quand je vois dans les messages qui arrivent sur nos réseaux sociaux de personnes que je connais ou que je ne connais pas qui disent « moi demain c'est fini, je vais me réinscrire à Pôle emploi » ou « moi j'ai trouvé un boulot dans la restauration et je suis bien obligé après 25 ans d'activité d'artiste et de metteur en scène ». Quand on voit ces messages d'associations qui disent, et de compagnies qui disent ben, c'est plus possible, quand on voit par exemple les CIDFF en Sarthe qui nous disent ben, nous on a 16 permanences en milieu rural, on ne pourra plus en faire que 9. Alors bien sûr on va maintenir les 16, mais on ira 2 fois moins dans les autres. Et quand on sait que les demandes qui sont adressées à elles sont de plus en plus nombreuses, hein, le nombre de familles qu'elles accueillent, tout ça, à un moment, ça ne marche plus. Et comme a pu le dire Laurent au début, en fait, il n'y a pas de politique publique qui existerait sans l'action déterminante des associations dans leur histoire. Donc aujourd'hui, ce qui est mis en cause, ce n'est pas uniquement qui nous sommes nous en tant qu'association, ce n'est pas uniquement tous les habitants auprès de qui on intervient au quotidien, tout ce que ça représente, mais c'est aussi tout simplement la notion même de politique publique. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on veut? On a une personne qu'on aime bien qui a écrit un livre qui s'appelle « Le capitalisme d'intérêt général ». Il s'agit de M. Borrello, président du groupe SOS, et un éminent membre de la République En Marche à sa fondation. Et bien, ce capitalisme d'intérêt général, quelque part, c'est ce qu'on ne veut pas. La question de la marchandisation, je vous invite à aller voir sur le site du CAC pour aller, on vient de sortir le 2e rapport de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations, dont le thème essentiel est la démarchandisation. Comment on sort de système de marchandisation à travers les exemples, par exemple, de la sécurité sociale de l'alimentation, à partir de la question de la place de la subvention dans la société, en quoi c'est notre impôt, c'est pas de l'argent que l'on vole, et en quoi c'est aussi une contribution à l'intérêt général, et comment on en est, nous toutes et tous, les acteurs et les porteurs. Donc en tout cas, merci à vous. On insiste bien, on a eu une intuition géniale au début, c'était d'appeler ce mouvement vers un soulèvement associatif. Donc voilà, on confirme ce mot-là, le 1er juillet, aujourd'hui le 1er juillet, c'est un point de départ. Jean-Baptiste a dit au début, il ne faudra plus laisser passer un 1er juillet tranquillement, de manière invisible, en continuant à se laisser écraser, se laisser déconsidérer. Et donc, ça c'est un appel, mais avant le 1er juillet de l'an prochain, il y aura plein de dates. Je vous donne rendez-vous et j'appelle chacune et chacun ici présent à essayer de relayer dans tous les espaces associatifs de la rentrée de septembre et d'octobre, pouvoir, ne serait-ce à travers une affiche, un tract, une présence, faire savoir que oui, on a un message à passer
et que si on dit que ce message est politique, c'est bien parce qu'il est destiné à agir sur la société, parce que nous, ce à quoi on aspire, c'est une société qu'on appelle solidaire, démocratique, écologiste, féministe. Voilà le réseau dans quoi on se situe, et c'est pour ça que se sont constituées nos associations. Oui au XXe siècle, et Jean-Louis Laville nous dirait oui dans la première moitié du XIXe siècle, autour de cette notion de solidarité démocratique, qu'on arrête de nous voler nos mots. Des politiques sociales, c'est avant tout pour nous des politiques de solidarité qu'on met en place auprès de personnes. Remettons les liens d'humanité et les liens de personnes, les interliens au premier de nos relations sociales. Et je crois que c'est à ça qu'on peut continuer à travailler, c'est à ça qu'on appelle aujourd'hui. Donc merci à vous, merci aux radios locales qui étaient présentes, il y en a 3 qui étaient connectés. Il y a Radio G Angers qui est avec nous, et puis on va continuer sur ce chemin-là. Merci à vous. Ouais. Oui, je vais enregistrer le truc. Voilà, merci. C'est bon, j'ai enregistré. Tu l'enregistres? Si tu l'enregistres, il y a un peu, j'ai perdu. Ok, j'enregistre.